Choisir une organisation adaptée. C'est cette partie qu'on va traiter aujourd'hui. L'organisation en boulangerie, j'aime bien dire que c'est 80% du travail. Vous avez beau savoir faire du pain. Si vous n'êtes pas organisé, la boulangerie ne tournera pas correctement. Je dirais même que c'est le point le plus important qui fait défaut à beaucoup d'entrepreneurs. Et c'est encore plus important dans une production au levain. C'est donc ce qu'on va voir dans cette partie. Donc comme d'habitude, on va se retrouver sur notre fiche de révision. Et la première chose qu'on va faire pour définir l'organisation de l'entreprise, ça va être d'identifier les besoins de l'entreprise. Donc là, l'important, ça va être d'identifier les contraintes de votre entreprise. Au niveau des horaires, ça va être l'heure d'ouverture. Certains produits devront être absolument prêts à l'ouverture. Les heures de pic de vente. Si vous mettez par exemple vos pains en cuisson un peu trop tard et que vous ratez le pic de vente, vous allez rater la majorité des ventes de la journée. Ensuite, vous allez avoir les commandes, que ce soit des clients professionnels ou particuliers. Les clients qui vont vous faire des commandes sont en règle générale des assez gros clients. Il faudra donc tout mettre en œuvre pour que vos commandes soient prêtes à l'heure convenue. Et bien faire attention à la qualité de vos produits aussi. N'oubliez pas que les clients qui commandent sont souvent des gros clients. Et même si ce sont des petites commandes, elles pourront être bien plus importantes à l'avenir. Donc tous ces points-là, déjà, il va falloir les noter sur papier. Je vous ai mis quelques exemples. Quels produits doivent absolument être prêts à l'ouverture? Quelle quantité minimale lors des pics de vente? Si vous avez des clients professionnels, des commandes, etc. Et en fonction de votre entreprise, vous aurez sûrement d'autres contraintes. Donc au début, on va rester simple. Juste l'heure d'ouverture, les pics de vente, les commandes. Maintenant, il y a des contraintes qui vont se rajouter au fur et à mesure que votre entreprise va grossir. Et donc, il faudra adapter l'organisation en fonction de ces contraintes-là. En deuxième point, on va voir comment estimer les volumes à produire. Ça va être très important, surtout dans le cadre du pain au levain, puisque ce sont des pains qui ont besoin de beaucoup de temps de fermentation. Donc chaque jour, vous avez besoin de connaître vos volumes de production. Au fur et à mesure des mois et des années, ça va être de plus en plus simple de prévoir ces volumes de production, mais au début, ça va être très compliqué. Donc là, ça va être prévoir le nombre de pétrins que vous allez avoir à faire, le nombre de fournées qui va devoir être faites, les échelles utilisées, mais ça va être aussi la place en chambre froide, la place dans vos échelles de bac. Si vous avez beaucoup de commandes mais que vous n'avez pas la place de stocker vos pâtes, ça va devenir compliqué très vite. Donc il va falloir anticiper les besoins en main d'œuvre parce que vous avez besoin de savoir à quelle heure vous faites commencer vos employés, et en production pour savoir si vous avez la place de stocker, la place de cuire et à quelle heure vous devez lancer vos pâtes pour qu'elles soient prêtes au moment où vous avez besoin des produits. Donc les questions à se poser. Déjà, on va comptabiliser quel volume de produits il faut faire tous les jours. En règle générale, ce que je conseille, c'est d'avoir une fiche avec le nombre de produits à faire tous les jours. Par exemple, vous avez un volume de vente de 300, 500, 1000 baguettes par jour. Il faut que vous estimiez au moins la veille combien de baguettes vous allez produire dans la journée, avec une petite marge d'erreur de 10% de plus au cas où vous avez une commande ou un problème dans la production. Un tapis de baguettes cramé, un oubli de buée, ça arrive vite. Il vaut mieux avoir 10% que vous pourrez cuire dans tous les cas le lendemain et que vous déduirez de la production du lendemain plutôt que de rater des ventes. Mais le but, c'est aussi de ne pas jeter. Combien de produits en commande? Ça va rentrer aussi dans le volume que vous allez devoir produire. Y a-t-il des pics de vente dans la journée? Y a-t-il des pics de vente dans la journée? Sandwich à midi, baguette à 18h. À quel moment vous avez besoin des volumes de produits? Peut-on produire certains éléments en avance? Ça va être tout ce qui va être garniture, faire peut-être des pesées en avance, faire les pâtes et les bloquer en froid en avance. Ça va dépendre de l'organisation que vous voulez prendre. Et très important, tenir un historique des ventes par jour de la semaine. Ça peut facilement se faire avec Excel. Donc je vous conseille d'avoir au minimum votre volume de vente par jour. Et dans l'idéal, ça serait d'avoir le volume de vente à la semaine et au mois pour voir comment ça évolue, à quelle vitesse, comment vous pouvez optimiser. Ce sera des données qui vous seront très précieuses au fur et à mesure du développement de votre entreprise. Pensez aussi à regarder avec votre logiciel de caisse. Si vous centralisez toutes vos ventes dessus, vous pouvez sûrement avoir des statistiques. En gros, personnellement, ce que je fais, c'est que je vais diviser en deux parties. Quel volume j'estime vendre dans mon magasin tel jour, plus 10%. Et à côté, je vais rajouter quel volume de commandes j'ai ce jour-là. Ces deux chiffres, on les additionne et c'est là qu'on va avoir notre volume de la journée. Et ensuite, on va diviser ça à quelle heure j'ai besoin de chaque produit. Et là, on va pouvoir faire notre organigramme qu'on verra juste après. Ensuite, on va devoir identifier les obligations de production. Donc là, les questions qu'il va falloir se poser, c'est quelle est par exemple ma production minimale et ma production maximale. La production minimale, ça va être, je ne peux pas faire par exemple dans mon pétrin plus de 1 kg ou 5 kg de farine. Ou alors, c'est pas rentable pour moi de faire moins de 5 kg de farine. Donc on va définir une production minimale par exemple pour chaque produit. Mais vous allez avoir une production maximale aussi. Vous n'avez pas de la place infinie dans votre laboratoire. Alors avec une bonne organisation des équipes qui tournent, qui sont bien organisées
organisé, on peut produire énormément. Techniquement, la seule limite que vous avez dans votre laboratoire, c'est la place que vous avez dans le four. Le four peut techniquement tourner toute la journée, toute la nuit. Mais avant d'en arriver là, il faudra développer une organisation qui sera minutieuse. Il faudra avoir des équipes qui seront rodées et qui pourront tourner. Donc au début, c'est pas vraiment le four qui va vous poser problème, mais c'est plutôt quel volume vos équipes sont capables de produire et quel volume vous pouvez stocker, par exemple dans vos chambres froides, sur vos échelles ou ailleurs. Donc il va falloir se poser les bonnes questions en fonction des problématiques de votre entreprise. Et dernière chose aussi, il va falloir déterminer combien de temps votre produit va être vendable. Si vous faites du pain au levain, l'avantage c'est que vous pouvez faire une cuisson pour toute la journée. Alors à éviter quand même sur le pain blanc. Personnellement, le pain blanc, j'aime bien couper en deux les cuissons pour avoir du pain un peu frais toute la journée. Mais tout ce qui va être semi-complet, complet, brioche aussi, se conserve très bien et va pouvoir être vendable tout au long de la journée. L'avantage, c'est que vous pouvez faire les cuissons pendant la nuit, aux heures où l'électricité est le moins chère, et puis vendre après vos pains toute la journée. Surtout que c'est vos gros pains qui vont demander le plus d'énergie, donc pensez-y. Donc là, vous commencez à voir pourquoi je vous ai conseillé en amont de ne pas faire 1 million de produits différents. Le problème après, c'est que ça devient très compliqué à l'organisation quand vous commencez à avoir beaucoup de produits. Et en général, plus vous avez de produits différents, plus ça va prendre de la place et plus ça va être contraignant, surtout au niveau de l'organisation. Si vous avez la capacité de faire beaucoup de produits, c'est bien, mais il faut que ce soit utile au magasin aussi. Donc après, je vous ai mis un petit exemple pour voir mes propos. Cuisson minimum, ça va être 40 baguettes par exemple. Ça peut être par exemple parce que si vous mettez moins dans le four, les baguettes ressortent mal. Ça utilise beaucoup d'énergie pour pas beaucoup de baguettes par exemple aussi. Donc voilà, vous savez que vous pouvez faire les baguettes que par 40. La production maximale par pétrin, ça va être par exemple de 500 baguettes. La conservation en cru, ça va être 24 heures. Je dirais même plus 18 heures en chambre froide. La conservation cuit, ça va être vendable pendant 12 heures. Et donc là, vous allez pouvoir faire un petit tableau de à quel moment vous allez avoir les ventes dans la journée. Alors ce tableau, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours. Là, les chiffres que vous allez mettre, ça va être juste des moyennes à la journée. Donc là, vous allez pouvoir estimer c'est quoi vos heures de vente les plus importantes. Vous voyez que dans l'exemple, ça va plutôt être le matin, le service du midi par exemple, puis un petit peu le service du soir. Vous allez estimer un total. Donc là, on peut faire ça pour tous les jours de la semaine par exemple. Et ça, vous pouvez l'adapter chaque mois, chaque trimestre pour rester toujours à peu près juste en fonction des périodes de production. Donc là, j'ai même mis un code couleur pour qu'on puisse bien y voir. Donc ça, au début, ça ne sera pas obligatoire puisque vous aurez normalement pas beaucoup de produits, pas beaucoup de production en règle générale, mais c'est toujours mieux de commencer à le mettre en place pour prendre l'habitude de le faire. Et si vous avez une grosse augmentation de production, par exemple, à un moment donné, vous allez pouvoir réagir assez vite et vous serez déjà rodé sur une bonne organisation. L'idée, c'est de prendre les bonnes habitudes dès le début pour pas se faire submerger. Ensuite, on va voir comment structurer l'organisation. Alors, ma méthode, c'est de faire ça en bloc de tâches. Donc là, on va tomber sur la partie organigramme. Et vous allez voir que ma façon de faire un organigramme est un peu plus libre. Donc pourquoi travailler en bloc? Déjà, ça clarifie quel poste va faire quoi à quel moment. Ça va aussi répartir au mieux la charge de travail. Ça va rassurer les équipes dans le sens où elles sauront quoi faire, dans quel ordre et à quel moment. Ça va optimiser un maximum toute la chaîne de fabrication. Vous allez pouvoir avoir une vision claire de votre organisation. Ça va être de laisser la place à l'imprévu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement que dans une production, et plus particulièrement dans une production au levain, vous allez toujours avoir des petits imprévus. Le fait de laisser de la place à l'imprévu dans vos blocs de tâches et de ne pas faire des blocs de tâches trop précis, ce qu'on va voir par la suite, c'est que si vous avez un imprévu, par exemple une cuisson qui a foiré, un pain qui pousse mal parce qu'aujourd'hui il fait plus froid, ou une commande qui arrive à la dernière minute, vous et vos équipes allez pouvoir réagir. Et une dernière chose que je vais rajouter, ça va être de permettre à vos équipes d'organiser les blocs comme ils le préfèrent. Et là, tout simplement, ça permet à vos équipes de s'organiser un peu comme elles le veulent et en fonction des imprévus aussi qui peuvent arriver dans la journée. Et ça va les encourager à tester, à s'améliorer de jour en jour. Ensuite, je vous ai fait un petit exemple pour comprendre un peu qu'est-ce que je veux dire. On va imaginer que la journée commence à 4 heures. Donc vous voyez que la journée est découpée en blocs de 1 heure. Vous allez avoir dans l'exemple un premier poste de cuisson et un deuxième poste qui va être au façonnage. On va imaginer que la veille, vous avez fait une partie de la production qui doit être prête à l'ouverture du magasin et qui va commencer à être cuite à 4 heures. Et par exemple, le deuxième poste va commencer le façonnage des pains qui devront être prêts pour plus tard. Et en même temps, le poste du four va aider au façonnage dans les petits moments de creux. Donc là, on est vraiment sur une petite organisation avec uniquement 3 postes dans la journée. Vous voyez que la logique, c'est un poste qui va être full cuisson et qui dans ses trous va aider le deuxième poste à faire les tâches qu'il a à accomplir. Et l'idée, c'est que tout s'emboîte correctement. Donc vous voyez qu'on commence par le façonnage parce que c'est important et ça va mettre du temps à pousser, à être cuit et à arriver en magasin. Ensuite, on va avoir un trou, donc on va lancer les pâtes par exemple et on va faire du tourage. Ensuite, on a les baguettes qui sont en train de pousser, les pâtons qui sont en train de refroidir, les pâtes qui sont en train de fermenter.
Donc on va commencer à préparer les commandes pendant que le personnel de vente commence à arriver et monter le magasin. Ensuite, à l'heure d'ouverture, on va pouvoir finir les cuissons, faire une avance de quelques sandwichs par exemple et prendre sa pause pendant que la vente commence. Disons qu'à ce moment-là, les cuissons sont finies. Donc on va pouvoir mettre les 2 postes sur la viennoiserie qui va être du détaillage, roulage des croissants et pain au chocolat par exemple. Ensuite de 9h à 10h, nos pains à sandwich vont être cuits et refroidis. Donc on va pouvoir préparer les sandwichs pour midi. Et le dernier bloc sera toujours du ménage. Donc là, le but, c'est d'avoir le temps de tout nettoyer proprement et de tous les jours avoir le temps de faire un petit ménage en plus, comme nettoyer les chambres froides, nettoyer les frigos, nettoyer les ventilations par exemple, ou n'importe quel ménage qui n'est pas obligatoire tous les jours, mais qui au minimum doit être fait au moins une fois par semaine. Et ensuite, la journée continue. Et donc là, un tableau comme ça doit vous permettre d'avoir une vision sur votre organisation. Ça changera un petit peu tous les jours, vous n'êtes pas obligé de le respecter à la lettre, mais c'est pour vraiment avoir une vision de comment vous êtes organisé, quel poste va faire quoi, quels sont les objectifs de chaque poste. Et là, ce qui va être très intéressant, c'est de pouvoir optimiser au maximum. Donc en gros, vous allez voir tous les temps de fermentation, est-ce qu'ils sont bons, comment mon pain ressort, à quelle heure j'ai besoin de mes produits, donc à quelle heure je dois commencer à faire mes produits. Vous voyez, toutes les questions qu'on s'est posées au-dessus vont rentrer en compte. Combien de baguettes je dois lancer, quelle est ma capacité de production par personne, et donc combien de temps ça va mettre à façonner, à pousser, puis à être cuit, combien de personnes j'ai besoin dans la journée. Et donc cette organisation peut changer en fonction des jours de la semaine. En règle générale, au bout d'un moment, elle va être à peu près toujours pareille. Il n'y a que quelques trucs qui vont changer, par exemple, surtout quand vous allez recruter une personne en plus, ou alors que vous allez avoir des gros clients professionnels en plus, par exemple. Je tiens à préciser que personnellement, dans une organisation comme ça, je ne compte pas le poste d'un apprenti, tout simplement parce qu'un apprenti n'est pas là tout le temps et pour moi ne doit pas être compté comme un ouvrier en plus, mais comme une aide à la production. En gros, pour moi, l'apprenti, il est là pour apprendre et soulager un peu vos équipes. Mais quand il part au CFA, par exemple, vous devez tourner forcément sans lui. Voilà, donc il faudra bien vérifier votre tableau. Est-ce que vos temps de repos sont bons? Est-ce que les horaires des employés sont bien respectés? Les obligations de production. S'il y a des moments de creux, par exemple, vous pouvez faire des avances pour le lendemain. Ou s'il y a des surcharges de travail, est-ce que vous ne pouvez pas prendre une tâche, la déplacer dans un autre bloc? En gros, au début, pour faire mes blocs, je commence par les grosses étapes. Donc ça va être le façonnage, la cuisson, les sandwichs, le tourage, la viennoiserie. Toutes les étapes qui prennent beaucoup de temps. Et après, je vais voir à quel moment j'ai des petits trous dans l'organisation pour ajouter, par exemple, le découpage de légumes. En fait, ça va être toutes les tâches qui n'ont pas d'heure obligatoire. Est-ce que le four est utilisé en continu aussi? Ça, au niveau de la gestion de l'énergie, l'électricité coûte de plus en plus cher et le four, c'est le plus gros poste de dépense d'énergie. Donc si vous ne l'utilisez pas en continu, que vous l'allumez un peu le matin, un peu avant midi, un peu le soir, ce n'est pas du tout optimisé et vous allez dépenser énormément d'énergie en plus et chauffer beaucoup plus votre laboratoire. Alors que comme on l'a dit plus haut, faire du pain au levain, ça nous permet de faire la majorité des cuissons d'un coup. Et c'est un des plus gros avantages puisque le pain au levain demande très peu d'énergie, très peu de passage en froid, très peu de cuissons différentes dans la journée. Donc tant qu'à faire du pain au levain, il vaut mieux optimiser un maximum et profiter de ses avantages. Ensuite, très important, est-ce que le planning convient aux équipes? Alors il y en a certains qui vont me dire, ouais mais c'est moi qui les paye. Oui, ok, mais si vos employés ne sont pas contents de venir travailler et ne sont pas heureux dans leur travail, ça va être compliqué de les motiver. Donc pensez toujours, et ça c'est une des parties les plus compliquées, à préserver vos équipes et à les écouter. Et pensez bien aussi à répartir les tâches de ménage. Personne n'aime vraiment faire du ménage et passer son apprentissage à faire du ménage, je l'ai vécu et je ne suis pas retourné aller travailler là-bas, un peu pour ces raisons-là. Donc voilà, soyez juste, même quand j'ai été responsable, je faisais beaucoup plus de ménage que quand j'étais ouvrier. Pourquoi? Parce que mon boulot, c'était plus d'organiser les autres et de les faire travailler sur leurs faiblesses, plutôt que de moi faire la production et ne pas permettre aux autres d'augmenter leurs compétences. Alors les vides utiles, c'est un peu ce que je disais juste avant, c'est de laisser des petits vides dans l'organisation, tout simplement pour soulager les pics de travail. Par exemple, si un jour vous avez beaucoup de production en plus, vous n'avez pas besoin de désorganiser tout le planning, ça va quand même rentrer, ça fera une journée un peu chargée, mais ça rentrera quand même dans la production. Et comme vos équipes ne sont pas surchargées le reste du temps, elles auront quand même l'énergie de faire la journée correctement. De maintenir un fournil propre tout au long de la journée et tout au long de l'année, je dirais aussi, puisque vos équipes auront le temps de passer un petit coup sur le tour après chaque étape, par exemple, de faire du ménage en plus, nettoyer des frigos, nettoyer l'intérieur des tours, par exemple. Plein de tâches qu'on ne fait pas tous les jours, mais qui sont bien de faire assez régulièrement. Et après, de permettre des pauses réelles. Donc les pauses, je vous conseille vraiment de les prévoir et de pouvoir permettre à vos équipes de au moins pouvoir prendre 5 minutes toutes les heures, plus une vraie pause de minimum 20-30 minutes.
Les petites pauses de 5 minutes, c'est très important pour la concentration. Et la grosse pause au milieu de la journée pour pouvoir détendre le corps et l'esprit, penser à autre chose, manger un petit truc, boire un petit café et pouvoir repartir sur la fin de la journée dans les meilleures conditions. Maintenant, on va attaquer une partie qui me semble très importante et un point sur lequel beaucoup d'entreprises font énormément d'erreurs. Ça va être le fait de préserver ces équipes, de les écouter et de les former tout au long de leur vie dans l'entreprise. Vous pouvez avoir une organisation parfaite si vous n'avez pas les équipes qui suivent au niveau de la formation et de l'envie de bien faire. Je ne compte pas le nombre d'entreprises que j'ai vues qui ne marchent pas quand le patron n'est pas là. Dites-vous que le facteur humain, c'est vraiment le cœur de votre réussite. C'est ce qui va vous permettre en tant qu'entrepreneur de prendre du recul et de pouvoir vous concentrer sur les tâches les plus importantes. Donc en premier, il va falloir construire une équipe solide et engagée. Il faut que chaque personne de votre équipe comprenne ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Il faut que tout le monde sache à quoi s'attendre chaque jour et surtout très important que tout le monde se sente respecté, apprenne des choses tous les jours et que leur travail soit valorisé. Donc on va commencer par la gestion du planning. Chose très importante, des horaires réguliers. On va éviter les changements de dernière minute. Des fois ça va être nécessaire, mais il ne faut pas que ça devienne quotidien. Vos employés ont aussi une vie personnelle. Donc ça va dans le même sens, mais stabiliser les horaires de travail. Essayez d'avoir à peu près les mêmes heures tous les jours pour chacun des postes. Anticipez bien les remplacements, les pics de production pour qu'il n'y ait pas des surcharges sur un poste ou sur une journée. Ça risque de beaucoup fatiguer vos équipes. Au niveau des jours de repos, je dirais qu'un minimum c'est d'avoir 2 jours de repos consécutifs dans la semaine. C'est très important pour pouvoir se reposer un maximum. Et si possible, de permettre à tout le monde d'avoir de temps en temps des week-ends. Dans la vie personnelle, on a envie des fois de se prévoir des petits week-ends, de pouvoir partir, décompresser, sortir la tête du travail. Et ces moments-là sont très importants. Ça permet un meilleur rythme biologique, très important pour pouvoir être en forme toute l'année. Meilleure récupération physique, ça va avec ça. Et une baisse du turnover, en gros, ça veut dire que les personnes vont rester plus longtemps dans votre entreprise et seront moins enclins à démissionner, à aller travailler ailleurs. Et donc voilà, une équipe qui est plus reposée sera moins sujette aux erreurs, bien sûr. Alors pas d'horaire coupé, ça peut être difficile dans certaines entreprises. Mais le problème des heures coupées, c'est que ça va multiplier par 2 les temps de trajet pour venir au travail. C'est très difficile d'avoir une vie personnelle à côté. C'est très fatigant et c'est très démoralisant. Donc on évite au maximum ou alors on compense par d'autres avantages. Communication claire et quotidienne. La communication, c'est ce qui va faire marcher vos équipes ensemble. Il y a des bons moments pour communiquer. Le matin, quand il n'y a pas trop de monde, quand on débute la journée, histoire de savoir quel est le volume de production aujourd'hui, par exemple, quelles sont les spécificités de la journée. Le brief de transition, très très important. Quand vous avez plusieurs équipes qui vont travailler dans la même journée, par exemple une matin, une l'après-midi. Il faut que les deux équipes se croisent pour pouvoir communiquer ce qui allait et ce qui n'allait pas. Il y a des entreprises qui travaillent avec un carnet de notes ou un tableau. Et je vous le déconseille fortement puisque ça communique que dans un sens. L'équipe qui part peut communiquer avec l'équipe qui va arriver après, mais l'équipe qui arrive après ne peut pas poser des questions si jamais elle en a. Et en plus, à l'écrit, c'est pas un bon moyen de communication, donc on évite un maximum. Le débrief en fin de journée, c'est très bien de le faire et de prendre au moins 5 minutes, toujours en fin de journée, pour voir les points qui peuvent être améliorés. Alors un bon débrief, ça doit être clair, concis, on doit savoir ce qu'on demande et pouvoir répondre aux questions efficacement. Donc quoi? Objectif du jour, priorité, les nouveautés, les changements. Qui, ça va être la répartition des rôles, la responsabilité par poste. Quand, ça va être à quelle heure j'ai besoin des produits, à quelle heure j'ai besoin de cette préparation. Comment, ça va être la méthode, les ajustements qu'il y a à faire, les points de vigilance à avoir. Les bénéfices que vous allez avoir à avoir une communication claire. Déjà, premièrement, une réduction des erreurs. Une erreur de production, ça peut vite coûter cher. Le gain de temps, vous pouvez penser que faire 2-3 briefs dans la journée, ça peut vous faire perdre du temps. Mais au contraire, ça va vous faire gagner énormément de temps. Déjà, pour les responsables, ils auront beaucoup moins de questions à répondre au fur et à mesure de la journée. Les ouvriers sauront exactement qu'est-ce qu'ils ont à faire. Chaque jour, vous allez pointer les points positifs, les points négatifs. Et tout le monde va pouvoir progresser ensemble. Et vous allez encore plus diminuer les erreurs. Donc non, vous ne perdez pas de temps. Au contraire, vous gagnez du temps et vous gagnez en efficacité. Et bien sûr, une autonomie qui va être accrue puisque les équipes vont se former petit à petit et vont pouvoir avancer de plus en plus en autonomie. Alors là, quelques astuces pour un brief efficace. Faites-le debout et en groupe. Ça maintient l'attention de tout le monde. Il faut que les responsables prévoient les points à l'avance. Je vous recommande un support visuel comme un tableau, un planning, quelque chose. Ça va être pour illustrer vos propos. Et encourager les échanges, bien sûr. Il faut laisser l'équipe poser ses questions, signaler des problèmes. Et quand elles le font, il faut réagir et montrer que vous prenez en compte ce qu'elles disent. Et maintenant, la dernière partie, mais pas des moindres, ça va être la formation continue.
Le but, ça va être d'accompagner au maximum chaque personne dans son évolution professionnelle, ce qui va résulter d'une autonomie de la personne, de la motivation et de la confiance envers vous. Les objectifs d'une bonne formation, ça va être dans un premier temps de rendre la personne autonome. Permettre la polyvalence, ça va être permettre à chacun d'occuper différents postes, de voir de nouvelles choses, d'essayer de renforcer la confiance. Donc je l'ai dit juste avant, mais quand une personne vous expose un problème ou vous pose une question, soyez là pour elle, écoutez-la et essayez de la conseiller et de régler les problèmes au mieux. Et ensuite, encourager la transmission. Vous n'allez pas pouvoir tout faire vous-même et ce travail doit être fait par chacun de vos responsables. Et ensuite, c'est quelque chose que vous devez inculquer à toute l'équipe en général. Quand vous allez accueillir un nouveau membre dans l'équipe, il doit être intégré et formé au mieux par chacune des personnes avec qui il va le travailler. Les clés d'une formation réussie, déjà commencer par le pourquoi. Il faut que la personne comprenne ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Montrer par l'exemple, ça va être de faire une démonstration claire. Vous voulez apprendre le façonnage, vous allez montrer comment on façonne. Chaque geste précis que vous allez faire pour faire le façonnage d'une baguette par exemple. Découper en étapes simples, ça veut dire qu'on commence par ce qui est le plus simple, le boulage, la division, les rabats. Et ensuite, on va rentrer de plus en plus dans les détails au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, en fonction de la personne que vous formez. Si c'est un apprenti ou un ouvrier déjà qualifié, ce n'est pas la même chose. Donc ça veut dire qu'on ne surcharge surtout pas la personne dès le premier jour à lui donner trop d'informations, mais on y va petit à petit. D'abord, on commence par ce qui est le plus simple, et par la suite, on rentre dans les détails petit à petit. Faire pratiquer rapidement, ça veut dire que vous allez faire pratiquer la personne dès que vous venez de lui expliquer les choses. Il faut qu'elle mette en pratique la théorie que vous venez de lui expliquer. Donc vous montrez le façonnage d'une, deux, trois baguettes par exemple, et ensuite vous faites façonner le reste à la personne. Vous regardez où sont ses points faibles, où est-ce que la personne a du mal, puis vous réexpliquez ce qui ne va pas et comment il peut améliorer. Donc là, c'est ce que je viens d'expliquer, donner un feedback constructif. On va donner des pistes concrètes d'amélioration, repérer les défauts et les corriger tout de suite pour pas que la personne prenne des mauvaises habitudes dès le départ. Faites attention parce qu'une mauvaise habitude, c'est difficile à corriger. Alors que si vous donnez directement les bonnes habitudes, ça sera beaucoup plus simple par la suite. Et ensuite, répétition et consolidation, ça va être votre rôle de formateur. Vous allez devoir vous répéter très souvent, toujours chercher à aller plus loin, à faire toujours mieux, revoir les acquis, il y a des choses qui vont se perdre, qui vont s'oublier, améliorer ce qui peut l'être, écouter vos équipes. Ça va être le plus gros de votre travail de formateur. Ensuite, on va parler de développement personnel et d'implication. Comment motiver les équipes et les encourager à se développer et à faire toujours mieux. Alors déjà, n'hésitez pas à encourager la prise d'initiative. Une personne qui peut prendre des initiatives sera beaucoup plus motivée. Donnez des responsabilités progressivement. Il faut que la personne monte en responsabilité au fur et à mesure que ses compétences augmentent. On favorise aussi la communication. Si chacun peut partager ses réussites et ses difficultés, ils vont vous faire confiance. Vous allez pouvoir régler les problèmes dès qu'ils apparaissent. Très important aussi, on valorise les réussites. On remercie, on félicite, on reconnaît devant les autres les progrès de chacun. Et ensuite, quand la personne a acquis une compétence, on la pousse à en acquérir d'autres. Donc si elle a envie, on la pousse sur d'autres postes, sur d'autres compétences qu'elle pourrait acquérir. On peut lui faire passer des formations, même si ce n'est pas sa mission principale. Donc là, je vous ai mis des petites astuces. Ça, c'est plutôt les temps pour un apprenti, par exemple. La première semaine, ça va être de l'observation et on va prendre en main les bases. Le boulage, le façonnage, la division. Voilà, on va voir toutes les bases. Ensuite, entre 2 et 3 semaines, on va le faire pratiquer en étant à côté de lui. Entre 2 et 3 mois, il va y avoir une autonomie partielle et on va en profiter pour apprendre des nouvelles tâches. Et normalement, au bout de 4 à 6 mois, la personne est autonome complètement sur un poste et va pouvoir partir sur un autre poste, par exemple, ou pourquoi pas former quelqu'un. Alors pas dans le cadre d'un apprenti, mais peut-être d'un ouvrier qualifié. Ensuite, on va voir un petit bonus que je vous ai mis, ça va être l'organisation du four. C'est souvent un point de tension dans l'organisation et quand la production augmente, ça peut être compliqué de le gérer. Donc déjà, c'est plutôt logique, mais on peut anticiper le préchauffage. Il y a des fours qui ont l'option de préchauffage automatique. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire commencer le poste four, comme on a vu plus haut, avec une tâche plutôt légère qui va être le façonnage par exemple des premières baguettes ou de la mise en place pendant que le four monte en température. Ensuite, il faut classer les cuissons par priorité. Alors soit on commence par les gros pains qui ont une cuisson longue, un ressuage qui est important, donc on peut les cuire en premier à 2h, 3h, 4h du matin et ils seront vendables toute la journée. Ensuite, il va être 4, 5, 6h du matin, on va cuire les produits qu'on a besoin tout de suite à l'ouverture. Et en dernier, par exemple, 1 heure avant l'ouverture, on peut se réserver un four pour cuire les viennoiseries et les produits qui ont un temps de cuisson et un temps de ressuage assez court. Ensuite, il va falloir gérer la chaleur du four avec stratégie. Par exemple, si vous faites monter tous les fours à une très haute température pour cuire certains pains, mais qu'après vous avez besoin de cuire des viennoiseries par exemple qui vont cuire à des températures beaucoup moins élevées, vous allez devoir attendre que votre four redescende à température
et vous aurez utilisé de l'énergie pour rien. Donc personnellement, j'y vais graduellement. Je commence par mes gros pains qui vont cuire en chaleur tombante. Ensuite, je vais réfléchir à peu près à ce que j'ai besoin. Je vais faire monter par exemple certains fours pour faire de la cuisson à haute température et en garder d'autres pour faire de la cuisson plutôt de viennoiserie par exemple. Ça peut être aussi pour cuire des brioches, pour cuire des produits sucrés. En règle générale, je vais garder le four du bas qui a tendance à rester plus frais puisque la chaleur monte. Donc je vais le garder pour ce qui est viennoiserie, sucré et le faire monter en température qu'en cas d'urgence si j'ai une grosse commande par exemple. Optimiser le reçuage, ça c'est très important d'y penser à l'avance et je dirais même à la conception de votre laboratoire. C'est de préparer des grandes échelles de grille pour pouvoir faire reçuer un maximum de pain, un maximum de temps. On n'entasse pas les produits, c'est très important. Ça risque de détruire les produits que vous vous êtes cassé la tête à faire. Et surtout, la pièce où vous allez faire reçuer, essayez d'avoir une pièce assez bien ventilée. Puisqu'en règle générale, ça va être la même pièce où est placé votre four. Et donc, c'est une pièce qui peut rapidement devenir humide. Donc, n'hésitez pas à mettre une ventilation en plus pour pouvoir évacuer cette humidité. On ne laisse jamais tourner un four à vide. Ça coûte très cher maintenant l'électricité. Donc, on ne le laisse pas tourner à vide. En plus, ça réchauffe le fournil, c'est infernal de rester à côté d'un four qui est à pleine puissance. Et bien sûr, ça va augmenter la fatigue thermique, c'est-à-dire que rester dans un laboratoire qui est à 30, 35, 40 degrés, ça risque d'être compliqué pour vos équipes sur le long terme. Et ensuite, en fin de journée, on peut utiliser la chaleur qui est restée dans le four intelligemment. Ça peut être par exemple pour de la torréfaction, de la cuisson de légumes, du séchage de meringues par exemple, n'importe quel type de produit qui va avoir besoin d'une chaleur douce et qui n'est pas exigeant sur les temps de cuisson. Donc ça peut être des légumes, des graines, certaines préparations, les meringues. Voilà, à vous de voir en fonction de vos produits, en fonction de votre organisation. Voilà, donc on en a fini avec l'organisation. Je vous ai donné beaucoup d'informations, donc n'hésitez pas à revoir régulièrement cette vidéo. Au fur et à mesure que l'entreprise va se développer, votre organisation va s'adapter et va changer. Donc il sera pertinent de revoir cette vidéo assez régulièrement pour voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer et qu'est-ce qui a changé dans votre production.